Un coin de balcon, roman de Alice Lim. Exergue. Le soleil éclairait, quand le ciel était limpide, un minuscule coin de balcon. Le retour quotidien du jour était vital, comme une respiration. Première période, tempête en montagne. Nine était revenue de Chamonix le vendredi 23 décembre 2016 et elle ne commença qu'un mois plus tard le récit de son séjour à la montagne. Son mari n'était pas allé travailler le lundi 26 décembre. Ce jour-là, le lendemain de Noël, qui avait eu lieu un dimanche, était gracieusement offert aux salariés de Réseau Télécom. Une semaine plus tard, le lundi 2 janvier, avait également été accordé par l'entreprise. Roland était resté à la maison plus que d'habitude et Nine n'avait pas trouvé le temps de réfléchir calmement et dans la durée à la façon de garder par écrit une trace de ses dernières vacances. Elle avait rangé les bagages et la maison aussi un minimum après l'agitation de leur semaine savoyarde. Roland avait ensuite repris le travail, mais Nine avait dû concevoir et réaliser textes en couleurs, un recueil d'extraits de romans, de nouvelles et de poésie qu'elle adressait à une vingtaine de souscripteurs. Puis, elle éprouva un début de malaise, une sorte de gastro-entérite qui n'était sans doute qu'une alerte bien sentie de son organisme. Elle était probablement fatiguée. Elle ralentit le rythme et s'accorda un peu de repos, après lequel elle commença son récit aux alentours du 20 janvier, donc relatif à leur récente semaine savoyarde. Ce récit, distancié, écrit à la troisième personne, est l'objet de cette première partie. Depuis les dernières vacances, le dernier séjour hors de Paris de Nine datait de la fin du mois d'août. Elle revenait de Querbian, une jolie station balnéaire du sud de la Bretagne. Elle y avait passé une semaine avec Roland. Ils avaient devancé leurs 2 garçons et la petite amie de leur fils aîné. Nine ne s'était pas inquiétée. Tous deux avaient sans problème occupé leur temps, en attendant les 3 jeunes. Ils connaissaient les lieux par cœur, les astuces, les bottes secrètes, l'ennui et l'inaction ainsi. Les bottes secrètes, l'ennui et l'inaction ne les menacèrent pas. Les restaurants, ceux qu'il faisait bon fréquenter et les autres, qu'il valait mieux éviter. Ceux qui étaient ouverts à toute heure de la journée, et les activités qui leur plaisaient à l'un et à l'autre, ensemble ou séparément. Simon, leur plus jeune fils, était retourné en cours immédiatement après les vacances. Il avait repris, dès le lundi 22 août, le chemin de l'EGEC, une école privée qui préparait à l'expertise comptable. Il passait les épreuves du diplôme supérieur de comptabilité-gestion, l'équivalent d'une première année de master, au début du mois de novembre. Chacun avait renoué avec la cadence soutenue du quotidien après l'intermède de Querbian. Roland allait au travail, Marc, le fils aîné, était embarqué dans le courant de la vie professionnelle, il travaillait depuis moins d'1 an chez ZA Infrastructure, sa réserve de congé était épuisée après ses quelques jours passés en Bretagne, et il avait rejoint ses collègues des services financiers du groupe. Son amie Delphine était, elle aussi, emportée par le mouvement rapide de son travail et de la vie plus généralement. Elle participait au contrôle des risques de marché dans une grande banque commerciale. La course des obligations avait sans tarder imposé son rythme habituel à Roland, ainsi qu'aux 3 jeunes, sans que Nine restât pour autant sur le bord de la route. Elle ne travaillait pas, mais son allure était aussi alerte que celle de son mari, de ses fils et de Delphine. À la fin du mois d'août, ses activités sociales liées à l'écriture n'avaient pas encore commencé. Elles ne débutaient qu'en septembre. Nine n'était cependant pas restée contemplative, ou seulement occupée à de plaisantes et paisibles après-midi de lecture dans la chambre ensoleillée et désormais désertée de son plus grand fils. Marc habitait avec Delphine
de l'autre côté du boulevard de Tessier. Nine s'était bien au contraire attachée à demeurer active, afin de venir à bout de ses journées dans le meilleur état d'esprit qui soit. Elle avait appelé quelques-uns de ses amis d'écriture, dont Nuno, Bory, Anna, Sylvie et Camille. Ils étaient tous à Paris en cette fin de mois d'août. Certains n'avaient pas pris de vacances, d'autres étaient de retour après une absence estivale. Nine leur proposa de les rencontrer à 2 pas de chez elle, place Daumesnil, où ils connaissaient un glacier qui les accueillait dans une grande salle sobre et tranquille. Ses amis se réjouirent de ces rendez-vous d'écriture impromptus. Le groupe se réduisait parfois à 2 personnes. Ils étaient d'autres fois au complet, dans ce lieu quasiment vide le matin, et où circulaient nombre de tasses de thé et de coupes glacées en milieu d'après-midi. Une organisation régulière et plus formalisée structura en septembre les journées de Nine. Elle animait gratuitement un atelier d'écriture hebdomadaire, ainsi qu'une soirée mensuelle de lecture de textes écrits par les personnes présentes ce soir-là. Elle participait à d'autres soirées de lecture proposées dans différents cafés de Paris. Elle s'était inscrite cette année-là à un atelier d'écriture de scénarios. Son mari lui avait dit que ses livres manquaient d'intrigue. C'est pourquoi elle suivit ses cours organisés par la mairie de Paris. Les séances, d'une durée de 3 heures, avaient lieu le lundi, dans la soirée, du côté de la porte de Saint-Cloud. Nine traversait Paris d'est en ouest. Le trajet durait 1 heure à l'aller, 1 heure au retour, sur toute la longueur de la ligne 9. Elle rencontrait régulièrement sa plus jeune sœur dans un café du centre de Paris, ainsi qu'Annette, l'une de ses amies, qui lui donnait son avis sur ses textes en cours d'écriture. Le matin, elle appelait sa mère pendant près d'1 heure. Nine avait donc été aisément occupée depuis son retour de Querbillan jusqu'aux vacances de Noël, date à laquelle la famille partit pour Chamonix. Les personnes actives autour d'elle, que celles-ci soient salariées, telles que Roland, Marc ou Delphine, ou bien qu'elles étudient, comme Simon, avaient été sans délai embarquées sur les rails de la vie professionnelle, tandis qu'elle-même était occupée de près ou de loin par l'écriture. Nine n'avait à cette époque que peu de contraintes limitant sa liberté. L'intendance domestique liée à la présence de Simon, un jeune adulte désormais, n'était pas démesurée, et Nine avait depuis plus de 15 ans cessé son activité professionnelle dans les services financiers de Réseau Télécom. Ainsi donc, son unique tâche pendant ces quelques mois, depuis son retour de Querbillan, s'était réduite à aborder au mieux cette notable liberté. L'affaire n'était cependant pas aussi évidente qu'il aurait pu sembler à première vue, chacun nourrissant, en règle générale, ses propres démons. Celui de Nine prenait la forme d'un triste abattement, d'un faible appétit de vie, d'un sentiment d'inutilité et de vide, au fond d'elle-même. Nine se connaissait bien, elle était ainsi faite, et elle était capable de créer du mouvement au fil des jours. Elle retrouvait Roland le soir, ainsi que le week-end, et également pendant les vacances. Ses enfants emplissaient moins sa vie à cette époque que par le passé, mais elle parvenait, en s'occupant ainsi qu'on l'a décrit, à vivre au mieux sa liberté lorsque Roland était absent. Elle écrivait, elle rencontrait des amis et se trouvait ensuite le plus souvent près de lui ou plus rarement avec ses enfants. Elle parcourait ainsi le chemin de la vie, paisiblement et en douceur, aux côtés de Roland. Le sentiment de vide demeurait discret et correctement maîtrisé, pour peu qu'elle exerce à son endroit une vigilance suffisante. Chapitre 1. Progrès. Nine avait ainsi peu à peu structuré sa vie depuis l'année 2000 et qu'il avait vu quitter Réseau Télécom, recréant à sa façon une quasi-activité professionnelle
dont le but était de porter ces livres, les uns après les autres, à la connaissance de quelques lecteurs, avec une régularité de métronome. Mais une récente évolution s'était fait jour ces derniers mois, qui lui était désormais un atout précieux. Quel était-il, ce nouveau pilier, un soutien non négligeable, sur lequel elle s'appuyait maintenant, et qui l'apaisait autant qu'il la rassurait? L'on aurait pu croire que Nine, dans le passé, une fois le soir, le week-end, ou les vacances venues, se trouvait soulagée. Roland rentrait du travail, il était avec elle, et elle aurait dû vraisemblablement se sentir d'une certaine façon débarrassée d'elle-même et de sa propre vie solitaire dont elle avait la charge et qu'elle devait remplir aussi judicieusement que possible. Mais telles n'étaient pas ses réactions. Roland arrivait et la ronde des questions s'animait alors dans son esprit. N'allaient-ils pas tous deux s'ennuyer? Saurait-il quoi se dire? Roland ne serait-il pas irrité par son désordre, sa tristesse, son manque d'entrain et sa faible appétence à vivre? Un tel défaut, profondément enraciné, ne pouvait à l'évidence qu'être perçu par son compagnon de vie. Roland revenait, et Nine s'efforçait de ne pas l'importuner avec sa tristesse. Elle avait le sentiment de jouer, à sa manière, la comédie de la vie. Elle n'était pas spontanée, elle s'engageait avec courage sur la voie d'une perpétuelle création continuée. Elle était une handicapée de la vie, embarquée avec mari et enfants sur le navire de l'existence. Elle s'interdisait d'importuner l'équipage avec ses affligeantes difficultés à vivre. Elle s'évertuait à donner le change. Mais Nine eut la surprise de sentir qu'elle gagnait, peu à peu et insensiblement, en insouciance. Cette évolution ne fut pas le fruit d'une démarche volontaire de sa part. Aurait-il suffi d'ailleurs de simplement vouloir changer la situation pour y parvenir? Nine devint peu à peu capable d'établir entre eux une frontière plus étanche, qu'elle s'abstenait de franchir en pensée à tout moment. Les questions « mais que fait-il? Est-ce qu'il ne m'en veut pas? Je dois l'agacer » se firent plus discrètes. Elle enfonçait même des boules quies dans ses oreilles. L'aide était modeste et pourrait éventuellement paraître à la lecture tout à fait ridicule, mais Nine le constatait, les bruits ambiants lui parvenaient atténués et elle se sentait mieux. Elle réalisait que partager la même maison ne signifiait pas une quelconque fusion ou une transparence perpétuelle des états d'âme. L'on ne partage tout compte fait lorsque l'on vit ensemble qu'un nombre limité d'actions communes. Roland et Nine regardaient un film le soir assis côte à côte sur le même canapé. Ils se parlaient lorsqu'ils allaient au restaurant. À la maison, Roland n'éprouvait aucune envie d'entrer dans le jeu de la conversation. Ils jouaient aux échecs ensuite, après le repas, quand s'épuisait entre eux l'échange des paroles. Nine parlait bien davantage que Roland. Mis à part ces quelques moments, chacun habitait en sa solitude et en son propre univers. Il était préférable de vivre ainsi plutôt que d'être entouré de frontières poreuses et d'être sollicité à tout instant par l'autre, s'interrogeant indéfiniment sur l'humeur de celui qui partage sa vie. Si l'autre interfère sans cesse sur son propre territoire, sans prévenir, il empêche toute réflexion intérieure suivie, et l'on connaît alors un déséquilibre permanent, un suspense constant dans l'attente d'une intervention de l'autre. Nine parvenait en son esprit à s'isoler, libérée de ses importunes interrogations. Une autre conscience humaine, proche physiquement de la sienne, ne la gênait plus. Elle appréciait cette nouvelle façon d'être en présence de Roland. Le week-end, elle vaquait, centrée sur elle-même, à ses occupations domestiques obligées,
qui était loin d'être rapidement réalisée. Le lave-vaisselle devait être rempli ou vidé selon le cas, la cuisine mise en ordre, le linge déposé dans la machine, le salon rangé après la soirée de la veille. Elle passait dans la chambre de Simon, que les effets d'accumulation erratique et aléatoire ne semblaient aucunement gêner. Nin s'intéressait ensuite à la chambre de Marc, qu'il n'habitait plus, mais qu'elle-même ne manquait pas d'occuper en semaine, période pendant laquelle des phénomènes identiques de superposition et d'entassement se faisaient sentir. En dehors du week-end, Roland passait ses journées au faîte d'une haute tour dont les vitres étincelaient sur le parvis de la Défense. Nin alors ne s'éternisait pas à la maison, et elle avait tendance, lorsqu'elle y demeurait, à s'offrir quelques séances de lecture dans les pièces ensoleillées de l'appartement, à regarder le jardinet, dont la pelouse s'étendait entre les immeubles de la copropriété, ou à travailler ses textes plutôt qu'à se pencher sur les activités domestiques, en dépit de leur aspect absolument incontournable. Elle était seule, elle veillait au bon maintien de son moral, elle reportait donc tout naturellement les occupations ménagères qui ne la fascinaient pas aux 2 jours du week-end, lorsque Roland était présent. Celui-ci était assis le plus souvent sur le canapé du salon ou devant l'ordinateur de leur chambre, étroitement logé entre le lit, un grand placard et la porte-fenêtre qui s'ouvrait sur le boulevard de Tessier. Nin préparait et servait les repas de Simon. Elle était en revanche dispensée de ceux de Roland et d'elle-même, puisque tous deux allaient régulièrement au restaurant le samedi et le dimanche à l'heure du déjeuner. Lorsqu'ils étaient libres, ils ajoutaient le vendredi soir à ces sympathiques sorties. Nin se réjouissait de ce rythme de 3 repas hebdomadaires au restaurant où tous deux se rapprochaient réellement, sans interférence de quelconque boule qui est. Ils étaient ensemble, ils parlaient, ils jouaient aux échecs. Nin vivait mieux. Elle n'était plus préoccupée par les pensées intérieures supposées de Roland. Elle avait confiance en lui plus qu'auparavant. Elle croyait à l'amour qu'il lui portait. Note de la lectrice. Le chapitre qui suit a été lu par erreur, avec les prénoms d'une première version. Dans ce chapitre, Nin se nomme Maude, Roland se nomme Thibaut, Marc se nomme Luc, Simon se nomme Romain. Chapitre 2. Une fois la mission accomplie. Maude vaquait d'un pas vif le week-end dans l'appartement qu'elle mettait en ordre. Les frontières étaient certes mieux établies entre son mari et elle, mais elle était cependant loin de cultiver une froide indifférence envers lui. Elle lui jetait de temps à autre un bref regard et interprétait, aurait-elle pu faire autrement, le fruit de ses observations. Le progrès était notable. La culpabilité ne figurait plus au premier plan de ses émotions. Elle le voyait souvent immobile, l'air malheureux et méditatif. Ses yeux fixaient le vide. Il disait à Maude, lorsqu'il lui arrivait de se confier à elle, qu'il pensait à l'avenir. Luc travaillait chez Zeda Infrastructure, l'une des grandes entreprises publiques françaises. Il n'avait pas l'air mécontent. Mais la vie professionnelle était longue, précisait-il. S'y plairait-il encore plus tard, dans des conditions qui ne manqueraient pas d'évoluer? Continuerait-il à terme à être apprécié? Ne finirait-il pas un jour par s'y ennuyer? Quant aux préoccupations relatives à son deuxième garçon, elles furent, pendant des semaines, profondément ancrées en lui. La perspective des examens du mois de novembre ne le quittait pas. Il anticipait le pire. Il considérait, comme à son habitude, que Romain n'était pas prêt. Il le comparait à lui-même lorsqu'il était étudiant, quelques dizaines d'années plus tôt. Il avait, pour sa part, toujours fait en sorte d'atteindre à la date de l'examen la situation idéale de l'étudiant impeccablement prêt, posture qui était à ses yeux infiniment loin d'être celle de Romain.
Rongé par l'inquiétude, il se lançait dans l'action. Dès qu'il disposait d'un moment de liberté, il travaillait alors avec Romain. Si celui-ci acceptait toutefois, à ce moment-là, d'être entrepris par son père. Dans le cas opposé, il préparait leur future séance de révision. À ces anxieuses réflexions s'ajoutaient d'autres pensées. On y arrivera tous, disait-il, lorsque transparaissait dans ses propos sa vision du monde. À la mort. Alors franchement, pourquoi s'y attarder en cette vie, lourde, pénible? Je peux agir peut-être encore un peu pour mes garçons. Je les aide, du mieux que je peux, au début de leur vie d'adulte, matériellement et professionnellement. Alors oui, je suis utile, c'est possible, pour quelque temps encore, mais ensuite... À quoi bon? Autant en finir, ce serait mieux pour tout le monde. Et moi, lui disait Maud, je ne compte pas? Tu te débrouillerais sans moi, mieux que tu ne crois, j'en suis sûre. Maud se récriait, en vain, visiblement. Pense à autre chose, lui disait-elle, tu te fais du mal. Et pourquoi donc, puisque c'est la vérité? Le reste n'est que faux fuyant, divertissement, rien de plus. Maud circulait de long en large, de droite et de gauche dans l'appartement, et elle l'apercevait inactif, probablement en proie, s'il ne pensait pas à l'avenir de ses garçons, à d'affligeantes convictions existentielles. Elle accélérait alors le rythme de ses obligations domestiques. Elle en terminait avec le salon, les chambres, le linge, le lave-vaisselle, le repas du chien, à qui elle n'oubliait pas par ailleurs de nettoyer les oreilles, cocker oblige. Elle arrosait les plantes, elle se hâtait pour tenter de l'entraîner au plus vite sur des sentiers moins obscurs. Thibaut n'était, en ce domaine, pas particulièrement contrariant. Il acceptait assez aisément, en règle générale, ses propositions en matière de divertissement. Maud veillait très sérieusement au grain. Il lui disait être investi d'une mission paternelle concernant l'avenir de ses fils. Il affirmait qu'une fois cette tâche accomplie, il ne lui resterait plus qu'à tirer sa révérence, mais en attendant, il demeurait bel et bien présent sur cette terre. Et en attendant, il s'était bel et bien engagé à partager sa vie avec elle. Nine avait une carte à saisir. Elle ne se privait pas de la jouer. Pour peu que Roland ne porte pas ombrage à ses enfants, il la suivait relativement volontiers, alors qu'elle attrapait la balle au bond pour le distraire aussi souvent qu'elle le pouvait. Ils allaient au restaurant. Maud lui racontait ses aventures de la semaine passée. Roland était lui aussi, au grand plaisir de Nine, de temps à autre poussé par le mouvement de la conversation à s'exprimer. Il évoquait alors des anecdotes, fort heureusement de nature plus superficielle que ces peu réjouissantes certitudes existentielles. Puis, il jouait aux échecs s'ils avaient assez de temps. Il acceptait même parfois d'aller marcher dans les allées du bois de Vincennes ou dans les rues de Paris. Le soir, à la maison, ils regardaient ensemble la télévision. Chapitre 3. La question se pose. Le fleuve de la vie roulait, ses flots puissants et réguliers. Ses méandres, calmes et larges, dessinaient un tracé parfois imprévisible. Nine était devenue, sans l'avoir délibérément décidé, plus sereine et plus calme, moins préoccupée par les états d'âme de Roland quand il était présent. Une évolution plus favorable encore n'était-elle pas envisageable à l'horizon d'un proche avenir? Nine ne s'apprêtait-elle pas, peu à peu et insensiblement, à accueillir sereinement son mari à la maison au moment où sonnerait l'heure de la retraite? S'agissant de Roland, Nine éprouvait, à dire vrai, de fortes réticences à utiliser ce terme
a priori associée aux notions de vieillesse et de mise à l'écart. Elle l'appliquait sans l'ombre d'un état d'âme à bon nombre de personnes, mais Roland n'aurait su à ses yeux en faire partie, pas plus d'ailleurs qu'elle-même. Son extrême sensibilité sémantique était, à cet égard, singulièrement savoureuse, si l'on considérait qu'elle avait pour sa part justement accédé à ce statut de retraitée dès son 42e anniversaire. Elle avait bénéficié de ce privilège après avoir travaillé 15 ans dans une entreprise publique et avoir eu 3 enfants. Gilles, le jumeau de Simon, avait quitté ce monde emporté une nuit de janvier 1994 par la mort subite du nourrisson. Nine n'était cependant pas trop gênée pour se qualifier de retraitée, puisque dans son cas, l'expression pouvait paraître presque cocasse, étant donné son âge justement si peu en rapport avec la notion de retraite. Mais si Maud se trouvait de temps à autre, dans le plus grand des hasards, joyeusement entraînée dans un vaste élan de créativité verbale, elle ne se privait bien évidemment pas du plaisir d'employer là concernant un autre terme que celui de retraite. Mais le temps, lent et silencieux, s'était discrètement écoulé. Roland avait 57 ans et Nine 2 ans de plus que lui. Force fut à Nine de prendre soudain conscience que cette question de la retraite, pour Thibaut comme pour elle, ne présentait plus aucun caractère saugrenu. Comment Nine réagirait-elle lorsque Roland ne travaillerait plus? La réponse à cette interrogation se paraît, grâce à une heureuse évolution de leur vie, de couleur favorable. Roland et Nine seraient plus souvent ensemble, et cette perspective s'annonçait sous de rassurantes auspices. Cela saurait si la vie était facile, était l'un des adages fréquemment énoncés par Nine, et qui, sous couvert de plaisanterie, exprimait l'une de ses convictions. Une nouvelle période de leur existence s'annonçait où Thibaut ne prendrait plus chaque jour le RER pour la Défense et Nine avait le sentiment que ce changement ne serait, cette fois-ci, pas nécessairement accompagné d'ajustements qu'elle avait trouvés le plus souvent douloureux à chaque modification introduite dans sa vie. Nine repensait à la terrible année de son bac qu'elle avait été sûre de rater. Elle était pourtant bonne élève, mais l'angoisse l'avait minée chaque jour de cette année scolaire qui vit son terme en juin 1975. Elle se revoyait ensuite jusqu'à ce qu'elle atteignît sa 33e année, quand elle se maria avec Roland. Avant de le connaître, en l'absence de l'amour d'un homme prêt à passer sa vie avec elle, elle avait sombré dans une dépression qui l'avait conduite dans un hôpital psychiatrique. Elle découvrit ensuite la vie de couple. Elle se demanda alors si Roland et elle resteraient ensemble, et aussi s'ils ne seraient pas tous deux vaincus par le vide existentiel qui l'angoissait. Ils devinrent des parents. Leurs enfants ne seraient-ils pas déprimés, menacés, eux aussi, par ce même vide dans le présent ou à l'avenir? L'école, puis l'université, avaient obscurci l'enfance puis la jeunesse de leurs garçons de leur ombre exigeante et incontournable. Nine ne s'était pas épanouie dans les services financiers de Réseau Télécom. Elle les avait fuis aussi vite que possible. Cette fois-ci, cependant, le destin semblait vouloir la gratifier d'un cadeau spontané et gratuit. La facilité serait peut-être à l'ordre du jour lorsque Roland resterait à la maison,
Nine s'empresserait alors d'accepter avec reconnaissance cette évolution qui, par exception, interviendrait peut-être sans douleur. Chapitre 4. Navigation. Roland était cependant encore loin de passer ses journées à la maison, bien que l'envie ne lui manquât pas de mettre fin à ses allers-retours quotidiens entre la place Daumesnil et le quartier de la Défense. Il partageait un étage avec les dirigeants de Réseau Télécom au plus haut niveau d'une superbe tour. « On navigue sur un paquebot qui n'a plus de capitaine, » disait-il à Nine. « On fera naufrage, tu verras, un jour ou l'autre. C'est inévitable. » Il va sans dire que, malgré ce contexte perçu comme alarmant par Thibault, les officiers supérieurs du navire se comportaient entre eux exactement comme si la traversée suivait un cours parfaitement maîtrisé. Roland aurait aimé rompre avec cet absurde jeu de rôle. Des collègues de son âge partaient en pré-retraite. « N'y compte pas, lui disait son grand chef aux commandes de la direction stratégique. Ce n'est pas ton tour, pas encore. Tu t'y connais trop bien en régulation. » Le paquebot était mené en dépit du bon sens. Il avait perdu son âme depuis une récente fusion inspirée par la doxa d'un libéralisme systématiquement appliqué quel que soit le secteur économique. Le cap était régulièrement modifié sans plus considérer l'intérêt de l'entreprise. Des orientations étaient prises, contradictoires au fil du temps, qui n'en demeuraient pas moins présentées formellement de façon impeccablement séduisante. Des salaires mirifiques étaient versés à des cadres très supérieurs, extrêmement diplômés, dont la fin de carrière approchait. Les rémunérations étaient sans rapport avec la qualité du travail fourni. Eussent-ils désiré, ces polytechniciens, la majorité d'entre eux étaient issus de la prestigieuse école, eussent-ils désiré donc se montrer aussi efficaces que performants, qu'ils en eussent été empêchés en raison d'une navigation déconnectée des plus évidents impératifs économiques. Roland comptait parmi ces privilégiés, onéreux pour l'entreprise, qui pouvaient s'estimer heureux s'ils ne prêtaient toutefois attention qu'au niveau hiérarchique et à l'aisance matérielle qu'ils avaient atteint à ce moment de leur vie professionnelle. Il n'en demeurait pas moins que, malgré cette gestion déraisonnable et dispendieuse, de brefs regards de lucidité se posaient parfois sur quelques personnes qui disposaient de compétences acquises, d'expérience sur le navire. On préférait, dans la mesure du possible, les maintenir au sein de l'équipage. Roland en faisait partie, il connaissait la structure des tarifs, l'historique de négociation des grands contrats d'approvisionnement, il tenait aisément en respect les jeunes énarques, régulièrement renouvelés, qui représentaient la tutelle de l'État face à Réseau Télécom. Roland resterait donc dans la grande société, anciennement publique et devenue privée. Il n'éprouverait que plus tard le soulagement très généralement ressenti par ceux qui avaient d'ores et déjà abandonné le bord. La nouvelle période de sa vie libérée de l'exigeante contrainte du travail n'était pas encore à l'ordre du jour. Chapitre 5. Un corps ample. Le soir, Nine était près de son mari. Assis côte à côte sur le canapé, ils regardaient une émission de télévision qu'ils avaient choisie ensemble. Ce pouvait être un DVD commandé par Nine sur Internet ou un vieux film classique annoncé par 4 encourageantes étoiles sur le journal du câble, ou bien encore l'un des épisodes tout aussi classiques de Hercule Poirot dont Nine disposait également sous forme de DVD. Tôt dans la soirée, avant de prendre place devant la télévision, Roland revêtait sa tenue de nuit, expression fréquemment utilisée par Nine pour qualifier son pyjama et significative à ses yeux tout à la fois de bien-être et de paix. Nine appréciait ces séances douces et harmonieuses devant la télévision. Venait ensuite le moment où Roland donnait le signal de la migration vers la chambre.
D'ores et déjà confortablement déshabillé, il se levait, s'apprêtant à allonger sur le lit son ample corps, tout en rondeur, aux larges épaules, à l'ossature lourde et aux membres pesants. Une journée de plus, mouvementée, agitée et parfois préoccupante, était derrière lui, terminée. Le repos du guerrier était bien mérité. Nin ne s'attardait pas dans le salon. Elle n'avait aucune envie d'y rester seule. Elle éteignait la télévision, rassemblait ses livres en cours de lecture, son ordinateur et son téléphone, elle se glissait sous les draps tout près de lui, et elle lisait, point très longtemps, avant d'être gagnée par le sommeil. Le chapitre 2 qui raconte qu'il est triste, qui s'appelle « Une fois la mission accomplie ». Il faut le relire puisque j'ai mis les mauvais prénoms. C'est à partir de 17 minutes 44 et c'est un seul chapitre. Chapitre 6. Une affaire délicate. Nin avait relu les romans de Barbara Pym à Paris pendant les quelques mois après son retour de Querbillan jusqu'à la fin de l'année où ils prirent le train pour la Haute-Savoie. Elle s'était ensuite demandé ce qu'elle pourrait lire avec assez de passion et de concentration pour parvenir au terme de sa lecture. L'on conviendra aisément que cette ambition en tant que lectrice était le moins qu'elle pouvait espérer. L'affaire n'était cependant pas simple. Ses goûts en la matière étaient loin d'embrasser un vaste panorama, et elle s'interrogeait avec une certaine inquiétude sur sa tendance ces derniers temps à ne pas dépasser les premières pages des romans dont elle entamait la lecture. Elle les abandonnait à peine commencés, sans persévérer davantage, sans leur donner leur chance, et ils demeuraient là, sur le bord de la route, de pauvres malheureux négligemment écartés. Barbara Pym lui avait parfaitement convenu, mais la bibliographie de cette Anglaise, née en 1913 et décédée en 1980, à l'écriture sage et pleine d'humour, n'était pas infinie. Nin était ensuite passée à Carthage, le dernier roman paru en France de Joyce Carol Oates grâce à Grégoire, un ami de longue date qu'elle avait connu en classe préparatoire. Il le lui avait offert un soir où il était venu dîner. Il savait que Nin était une inconditionnelle de cette femme née en 1938 dans l'État de New York et dont l'œuvre abondante et variée avait remporté de nombreux prix parmi les plus prestigieux. Précisons cependant, pour l'exactitude du récit, que le souvenir de Grégoire concernant l'enthousiasme de Nin pour Joyce Carol Oates datait d'un certain nombre d'années. Nin lut les premières pages du roman, qu'elle délaissa ensuite quelque part au milieu de livres déjà lus ou qu'elle avait imaginé découvrir l'un de ces jours dans un avenir plus ou moins proche. Elle avait interrompu sa lecture, mais elle ne s'était à ce moment-là pas longuement interrogée sur le sujet. Elle s'était alors en effet penchée sur Elizabeth Bowen, une auteure, née en 1899 et disparue en 1973, évoquée dans les romans de Barbara Pym. Nin lut les premiers chapitres de Eva Trout. Elle fut enthousiaste et soulagée. Cette Irlandaise, qui explorait une littérature intimiste, était typiquement son genre. La menace d'une future panne de lecture s'estompait. Le livre était original, vif et subtil. Nin ne cessait d'en faire de dithyrambiques éloges à qui voulait bien l'entendre. C'est magnifique, intelligent et délicat, curieusement décalé, répétait-elle en boucle et à l'envi. Jusqu'au moment où elle dut se rendre à l'évidence et s'avouer que son intérêt pour Mademoiselle Trout
Les ritères ombrageuses et maladroites du roman décroissaient avec une inquiétante régularité. L'étrange effet de décalage du livre, qu'elle avait d'abord apprécié, se transforma peu à peu à ses yeux en une opacité insuffisamment compréhensible. L'intention de l'auteur lui échappait. Nin ralentit dangereusement son rythme de lecture et finit, purement et simplement, par déclarer forfait. Elle avait été incapable de pénétrer dans l'univers de cet écrivain en dépit de son désir d'y parvenir. Son étroitesse de vue, ou une forme de paresse, en était peut-être à l'origine. Ces discrètes et bienfaisantes évasions quotidiennes ne finiraient-elles pas à l'aube d'une triste journée, ni plus ni moins, par disparaître? Nin n'était certes pas habité par une insupportable anxiété. Aucun péril mortel n'était à signaler en la demeure. Mais cependant, l'appauvrissement et l'enfermement gagneraient en ce cas du terrain. La perspective ne pouvait bien évidemment la réjouir plus que de raison. Elizabeth Bowen trouva sa place dans la vitrine de la chambre de Mark, où Nin entreposait les livres qui pénétraient dans la maison, ceux dont elle s'était délectée mêlés à ceux qu'elle n'avait pu terminer. Celui-ci fut relégué sans intention d'y revenir. Il appartenait désormais au passé. Elle tenta ensuite une incursion du côté de Catherine Cusset. Nin avait bon espoir, cette fois-ci, de parvenir à ses fins. La lecture serait à coup sûr d'une évidente facilité. Elle avait lu, quelques années plus tôt, avec une joyeuse gourmandise, l'un de ses romans, Le problème avec Jane, qui avait été à l'époque un succès tout à la fois critique et éditorial. Nin avait toutes ses chances avec Catherine Cusset, née en 1963, normale supienne et agrégée de lettres. Elle parviendrait très probablement à cheminer en sa compagnie le temps que durerait la lecture de Un brillant avenir, publié en 2008 chez Gallimard et qui se trouvait qui plus est être lauréat du prix Goncourt des lycéens. Nin était assez tranquille autant qu'elle pouvait l'être, à dire vrai, au vu de ses dernières tentatives en la matière. Gallimard était a priori garant de qualité. Le prix Goncourt des lycéens supposait quant à lui une certaine vivacité d'écriture sur laquelle Nin fondait de belles espérances. Dans la durée, le style d'Elizabeth Bowen s'était avéré opaque. Un brillant avenir, apprécié par la jeunesse lycéenne, devrait lui sembler par comparaison sans doute plus léger et plus transparent. Elle commença le livre, dont elle apprécia le début, mais où elle finit par percevoir au fil des pages une certaine superficialité et une certaine froideur du récit, ainsi qu'une construction qui lui parut sophistiquée, fabriquée, accrocheuse parfois. Nin ne fut absolument pas fière de son désintérêt qui grandissait alors qu'elle progressait dans la lecture. Elle soupçonna cette fois encore son manque de curiosité et, conséquence malheureuse, le lecteur l'aura compris, le livre trouva lui aussi sa place sur l'une des étagères de la vitrine dans la chambre de Mark. Le hasard fit qu'elle passa ensuite de ce prix Goncourt mineur, celui des lycéens, mineur comparé à l'émérite prix d'origine décerné dans les salons du restaurant Drouan, à celui de la nouvelle, dont la notoriété est comparable. Nin s'était procuré une vie à coucher dehors, de Sylvain Tesson, l'écrivain voyageur bien connu, publié en 2009 et récompensé donc par le prix Goncourt de la nouvelle. Noël approchait, et elle avait l'intention de l'offrir à Simon, qui nourrissait en lui des rêves d'exploration et de découverte. Le cadeau ne se révéla pas, dans les faits, un franc succès. Simon ne le lut pas.
Il lit de temps à autre, mais à sa façon et selon ses propres choix. Celui de sa mère n'eut pas l'heure en cette occasion de lui plaire. Nin, de son côté, ne s'était pas privé, en attendant le jour des cadeaux, de tenter une incursion dans cet univers littéraire inspiré des aventures de l'auteur. Son récent parcours de lectrice, à tout le moins peu concluant, la poussait à explorer différentes pistes. Elle s'y aventura. Elle apprécia certaines nouvelles, humaines et émouvantes. Puis elle finit par percevoir un aspect systématique, assez volontariste de l'écriture. La lecture devint moins séduisante et Nin aboutit une fois de plus à l'enlisement et à l'arrêt définitif. Elle revint ensuite à une autre de ses chères britanniques, en la personne d'Elizabeth Gaskell, une auteure victorienne, née en 1811, citée elle aussi, de même qu'Elizabeth Bowen, par Barbara Pym. Nin découvrit Nord et Sud, un roman qui ne suscita certes pas sa passion, mais elle lui trouva des qualités de sérieux et de profondeur, sans les effets de décalage ou d'opacité qui l'avaient gênée chez Elizabeth Bowen. Elle fut rassurée de parvenir à persévérer dans sa lecture. De subtiles analyses psychologiques soulignaient la difficulté de mettre concrètement en pratique des valeurs chrétiennes, fondamentales pour les protagonistes du roman, dans une Angleterre où l'industrie entamait sa puissante expansion accompagnée par une insoutenable misère sociale. L'intrigue, ample et romanesque, qui se développait sur plus de 800 pages en format livre de poche, réconfortait Nin. Elle disposerait à l'avenir d'une matière conséquente, assurément peu contemporaine, mais qui devrait cependant lui permettre de se divertir de plaisante façon dans les interstices du temps, entre ses différentes activités, qui emplissaient plutôt efficacement sa vie, telles que les repas au restaurant le week-end avec Roland, les dîners avec les enfants, les séances télévision qui occupaient les soirées. Elle travaillait ses textes et entretenait de nombreux liens amicaux par téléphone. Elle adressait notamment des lettres orales quotidiennes à Gabrielle, son amie miroir de vie. Toutes deux jouaient le rôle d'une certaine façon du journal intime de l'autre. Nin lui parlait en décalé sur son téléphone portable, Gabrielle lui écrivait des mails. Chaque jour, Nin appelait sa mère. Le dimanche, elle allait à la messe avec Roland. Et ils se rendaient le samedi après-midi dans une maison de retraite du sud de Paris. Ils y rencontraient le père de Roland. Marcel souffrait de la maladie d'Alzheimer. Il ne reconnaissait personne. Et Nin ne se souvenait plus quand elle avait pour la dernière fois entendu le son de sa voix. N'oublions évidemment pas les nécessaires obligations domestiques dont Nin assurait le minimum requis pour que la vie quotidienne de Roland, de Simon et la sienne propre ne soit pas constamment contrariée par d'indésirables aspérités. Un soir du mois d'octobre, Nin avait vu La fin de la nuit, un téléfilm de Lucas Bellevaux, inspiré du roman du même nom de François Mauriac. Ce roman était une suite de Thérèse d'Esquerroux, qui racontait la vie de la protagoniste 15 ans après la tentative d'assassinat de son époux. Nin avait commandé sur Internet Thérèse d'Esquerroux, qu'elle avait peut-être lue dans sa jeunesse, mais dont elle ne gardait en ce cas aucun souvenir. Elle était curieuse, étant donné son évidente défaillance en tant que lectrice, de voir comment elle réagirait à la lecture de cet indiscutable monument littéraire. À sa surprise, elle avait trouvé le téléfilm empoulé et ennuyeux, alors qu'elle avait aimé 38 témoins et Pas son genre, les deux longs métrages qu'elle avait vus du même metteur en scène. Elle s'était demandé si le ratage, à ses yeux du moins, était le fait du roman d'origine de l'immense écrivain ou plutôt celui de l'adaptation par Lucas Bellevaux. Nin avait l'intention de mener son enquête et elle avait, en même temps que Thérèse d'Esquerroux, commandé La fin de la nuit, qui concluait l'histoire de la criminelle qui avait voulu, sans passion ni haine, tuer son mari. Les romans arrivèrent
quelques jours avant Noël, Nin avait aussi choisi 2 livres de la dernière fille du grand écrivain. Luce Mauriac avait écrit sur sa propre fille qui s'était suicidée à l'âge de 38 ans. Elle avait également publié son journal intime, écrit 40 ans plus tôt et transformé en roman. En attendant les livres, Nin s'était intéressée, par l'intermédiaire d'Internet, à la biographie de François Mauriac. Emmanuelle, l'une de ses petites filles, s'était suicidée. Le grand-père, académicien et prix Nobel, avait atteint les cimes de la notoriété littéraire. Nin tenta de discerner quel père il avait été pour ses enfants. Elle l'imagina tourmenté, viscéralement passionné par la reconnaissance littéraire, exigeant avec lui-même et donc par voie de conséquence avec les autres. Elle se demanda si un tel homme n'avait pas d'une façon ou d'une autre transmis le malheur à l'une de ses filles, par exemple. Et ensuite, pourquoi pas, à l'une de ses petites filles. L'horreur absolue étant pour Nin, justement, d'être à l'origine du désastre de ses propres enfants, et plus tard, comment savoir, de le favoriser lors des générations futures. Le gardien apporta un beau matin les livres attendus. Nin disposait dès lors d'une modeste réserve de lecture. Elle y puiserait au fil des jours, rendant ainsi plus joyeux les interstices de la vie. Avant l'arrivée de la commande, elle avait été aidée par Élisabeth Gaskell. Il lui restait aussi quelques Joyce Carol Oates qu'elle n'avait pas terminées. Elle avait donc paisiblement patienté. Elle lisait aussi avec enthousiasme les écrits de ses amis. Elle les encourageait, elle leur représentait combien il serait triste de laisser les pages qu'elle découvrait, secrètes et oubliées, au fin fond d'un tiroir. Chapitre 7. Des tarifs exceptionnels. Nin avait quelques amis dont elle disait qu'ils étaient ses oreilles. Ils écoutaient, ou plus précisément pour certains d'entre eux, ils étaient censés écouter les textes dont elle parvenait au terme du retravail. Elle avait en effet besoin, à ces moments-là, de les lire à une personne de confiance. Nin les appelait alors qu'ils n'avaient probablement que peu de chance à cet instant de pouvoir lui accorder leur attention. Nin n'aurait par ailleurs en aucun cas souhaité imposer à quiconque et à l'improviste ce pinceau inattendu. La sonnerie faisait entendre son impératif signal, il était convenu que l'oreille en question ne décrocherait pas, et Nin utilisait alors le répondeur de l'appareil. Annette était l'une de ces heureuses élues qui recevaient des messages audio, contribuant aux ultimes peaufinages de ses textes. Annette préférait cependant la lecture classique, sur papier, et les deux amies s'étaient accordées pour qu'elle n'écoute pas, au final, les enregistrements. Les dernières corrections de Nin, au fil de la lecture, ne facilitaient qui plus est pas particulièrement l'audition. Nin lui disait bonjour, elle lui donnait les dernières nouvelles de la vie qui, tel un train à grande vitesse extrêmement régulière, suivait imperturbablement sa route sans jamais s'arrêter ni revenir en arrière. Annette écoutait ses premiers messages et abandonnait ensuite Nin à la lecture de son texte. Annette n'en prendrait pas connaissance. Nin éprouvait cependant, le temps de la lecture, la plaisante illusion de bénéficier d'une bienveillante attention. Ce sentiment lui facilitait les dernières finitions, elle multipliait les messages vocaux jusqu'à l'achèvement qu'elle estimait définitif du texte. Elle envoyait ensuite un mail à Annette qui contenait le nouvel épisode des aventures de la famille Valente. Annette le lirait plus tard, au moment qui lui conviendrait le mieux. Les deux amies, qui s'étaient connues 30 ans plus tôt sur le campus de Jouy-en-Josas, prévoyaient dès lors de se rencontrer. Après une journée de travail au sein d'une grande banque commerciale, Annette rejoignait Nin dans un café de la place de Moncey, près du boulevard de Tessier. Elle bavardait. Annette évoquait le dernier chapitre de Nin.
Elles attendaient ensuite Roland et Cyprien, le mari d'Annette, afin de partager un agréable dîner dans ce même café, dont les tarifs défiaient toute concurrence. Roland et Nine avaient récemment découvert cet endroit. Ils n'avaient pas tardé à en faire leur lieu de prédilection pour leur déjeuner et dîner du week-end lorsqu'ils allaient au restaurant. Les conversations étaient plus animées qu'à la maison. Nine manifestait dans ces conditions un enthousiasme toujours identique pour qu'ils gagnent ensemble, allègrement, le Royal de Ligny de l'autre côté de la place de Moncey. Chapitre 8. Vigilance. Simon vivait à la maison. Nine le supposait heureux. Elle favorisait toute parole qu'ils pouvaient échanger. Parler était le pont qu'elle connaissait le mieux pour établir un lien entre les êtres. Elle lui apportait ses repas dans sa chambre, équilibrés, viande, féculents, fromage, yaourt et pommes. Ils n'étaient point très variés, mais l'originalité, notamment en présence de légumes, n'avait en général pas grand succès auprès de lui. Elle l'avait senti inquiet au retour de Kerbillan, avant ses examens, qui eurent lieu au début du mois de novembre. La réussite ne fut pas au rendez-vous. Il obtint un 7 de moyenne aux 2 unités d'enseignement principales et un 12 à l'épreuve orale d'anglais économique. Sa première année de master avait été inutile, ou presque, au vu des résultats qui l'éloignaient du 10 nécessaire pour obtenir son diplôme. Celui-ci était normalement préparé en 2 ans. Simon avait accumulé du retard dans le décompte des points alors qu'il entamait à l'automne 2016 la dernière partie du programme. La vigilance de Nine était en éveil. Elle craignait qu'il ne se décourage. Mais la tranquille égalité d'humeur de Simon paraissait inchangée. Il cherchait un stage qu'il devrait effectuer de janvier à mars 2017. Il consultait en vain les sites internet censés présenter des propositions correspondant à son niveau d'études. Nine intervint alors, comme elle l'avait fait l'année précédente. Il avait également peiné, en première année de master, à trouver une entreprise susceptible de lui ouvrir ses portes pendant 3 mois. Nine avait retenu à l'époque la méthode traditionnelle de l'envoi postal. Ensemble, ils avaient écrit la lettre qui motivait sa demande. Nine avait consulté les pages jaunes de l'annuaire et avait envoyé des dizaines de courriers à des cabinets d'expertise comptable du 8e arrondissement. Elle avait choisi ce quartier, connu pour accueillir de nombreuses entreprises de ce type. Les réponses avaient été abondantes, rapides et positives. 1 an plus tard, Nine orienta ses recherches vers un autre quartier de Paris. Simon n'avait en effet que très moyennement apprécié son expérience dans un cabinet de la rue François Ier, dont l'entrée monumentale au sol dallé de marbre menait à des bureaux open space délimités par des parois de verre.